Alors nous avons parlé du stress en essayant de prendre de la hauteur, ce qui nous a amené à parler de l'organisation, de la responsabilité de l'organisation, sur le stress, l'impact sur le moral des troupes évidemment. Nous avons évoqué la résistance au changement comme étant source de stress. D'ailleurs, le changement en lui-même, source de stress, à plus forte raison, la résistance au changement. Sujet proposé par Jean-Paul Dugan, encore une fois, et au terme non seulement d'ouvrages qu'il a publiés, mais aussi d'une enquête récente, qui date d'il y a quelques mois, courant 2011, sur les cadres, les conditions de travail des cadres en France. En quoi, Jean-Paul, le changement peut-il être facteur de stress? Et pourquoi faut-il le prendre en compte? Le changement est un facteur de stress. Comme on l'a dit précédemment dans une précédente émission, il est facteur de stress parce qu'il vous oblige à changer et que vous avez, par rapport à ce que vous avez à faire, pas les mêmes repères. Quand vous avez, depuis X années, exercé une activité, vous avez des repères. R-E-P-E-R-E. Et vous amener vers autre chose, c'est quelque chose qu'on ne sent pas, sur lequel on se projette, on se sent des fois pas à la hauteur, et c'est difficile. Et a fortiori, on le veut des fois, pas du tout. Parce que vous avez des changements qui, effectivement, appauvrissent le contenu du travail, et d'autres qui l'enrichissent. Mais pour autant, le premier réflexe d'un salarié, c'est de dire non au changement. Bon, tout le monde est d'accord sur ce constat, enfin personne ne contestera. Maintenant, ce qui est intéressant dans le sujet que vous avez amené, c'est de réfléchir à la possibilité d'évaluer l'impact du changement sur le climat social et éventuellement son coût en termes de performance. Et je sais qu'après Victor aussi aura plaisir à réagir là-dessus puisque vous vous rejoignez dans vos recherches sur ce thème-là. Alors, ce qu'on a pu observer suite aux conduites des restructurations qu'on a menées, c'est que les entreprises, suite à ça, sont frappées et victimes de pathologies organisationnelles. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est l'Alzheimer. On a licencié les vieux cadres et il n'y a plus personne pour faire le boulot. Ça a été le cas de Lockheed, l'avionneur aux États-Unis. Ils pensaient qu'avec les jeunes ouvriers, ils allaient pouvoir créer des avions. Ça n'a pas marché. Et ils sont venus chez Airbus pour débaucher, tenter de débaucher. Donc, l'Alzheimer, la porte tournante, on pense qu'un salarié n'est pas utile, on le met dehors pour après se rendre compte, c'est qu'il était bien utile à l'organisation. Et qu'il était la mémoire de l'entreprise. Absolument. Une autre pathologie dont on pourra peut-être parler ultérieurement, c'est le syndrome du rescapé. C'est-à-dire que c'est... alors ce syndrome... Ça fera en effet l'objet d'un épisode ultérieur où on va pouvoir définir ce... Voilà. Donc on a des pathologies qui sont très coûteuses. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on a mal accompagné les résistances au changement. Et ça, c'est important. Une fois de plus, les pathologies, si on peut se les éviter, elles sont coûteuses en frais de consultants, elles sont coûteuses en termes de remplacement de salariés qui partent, elles sont coûteuses en termes de climat social et en termes d'image. Et ça, c'est important. N'oublions pas que l'objectif d'une entreprise, c'est d'être pérenne, c'est d'être rentable et c'est de permettre éventuellement, en tout cas c'est pour certains, d'avoir des salariés qui soient satisfaits de leur sort et ça c'est important. Alors il est nécessaire de faire réagir Victor Waknin sur ce thème-là, bien sûr. Évaluation de l'impact du changement sur le climat social. Est-ce qu'on peut reposer quelques concepts, quelques notions utiles à la compréhension de ce phénomène, évidemment du point de vue d'une direction générale ou d'un département de ressources humaines qui pourrait être en train de nous écouter pour qu'on ait des outils de pensée. D'accord. Alors, ce qui n'est pas en cause, c'est l'ardente obligation de changement, la nécessité du changement. Voilà. Et ça, tout salarié, tout collaborateur peut le comprendre. Ce qui est questionné, c'est véritablement la conduite de ce changement. Et qui c'est qui va conduire le changement? Dans l'organisation par silo d'une entreprise, le PDG est lui seul et a deux objectifs, a deux missions. Son charter, il est simple. Création de valeur pour l'actionnaire, conduite du changement. Tout le reste, c'est les autres silos qui s'en occupent. Voilà. Donc il est le responsable, le décisionnaire, l'animateur, le coach du changement. Il faut juste qu'on fasse une pause là sur ce que tu viens de dire. Ce qui me semble vraiment très important, c'est la petite phrase là qui peut passer inaperçue, donc c'est pour ça que je veux alourdir et amplifier le propos, c'est, je cite, « les autres silos s'en chargent ». Exact. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas de mon ressort de grande direction générale de m'occuper des impacts alors émotionnels et autres du changement, ça se réglera sur le terrain. Et donc le propos de ta réflexion, c'est de nous dire attention, ça se décide en haut. Alors comment? Alors voilà, donc d'abord de dire que c'est pas le changement qui pose problème, c'est la conduite du changement. Parce que le changement c'est la vie
et la vie, c'est le changement. Ça, c'est Voilà, tout ça, tout le monde inhérent. l'accepte, C'est la façon dont on conduit le changement. Et peut le le seul comprendre. responsable de la conduite du changement, c'est le PDG. Alors, aussi. maintenant, le comment. Alors maintenant, comme il a eu... S'il assume cette responsabilité, Alors, il qu'est-ce qui se assume passe? cette responsabilité, mais d'une façon arrogante. En allant chercher, toujours pareil, il faut un relais. Le relais, c'est les grands cabinets d'organisation, de stratégie, qui vont lui dire ce qu'il faut faire. Comme c'est pas lui qui l'a décidé, justement, dire regardez, c'est Mac quelque chose ou Boston quelque chose qui a dit que. Donc, c'est parole d'évangile. Donc, il crédibilise sa conduite par des grands cerveaux qui lui ont dit c'est ça qu'il faut faire. Et comme disait, il a bien fait Jean-Paul intervenir dans un précédent épisode, moi je parle du pourquoi du changement. Donc quand on a fait des grandes écoles, et quand on est dans une organisation, on fait de la stratégie, de la finance, on ne va pas s'abaisser à expliquer le pourquoi du changement. Et Jean-Paul a un bon clivage entre le pour et le quoi. Et cette économie du pourquoi crée les facteurs de résistance. Alors nous, ce qu'on recommande dans nos démarches, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement par la conduite collaborative du changement. Alors, Du changement. comment ça se concrétise? Eh bien, c'est très facile. C'est mon ami Franck Bourdeau qui a défini une méthodologie très intéressante qu'on appelle le Z-Leadership, puisque c'est le PDG. Il propose que l'approche, c'est de dire, c'est ce que j'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire chacun est responsable de ses actes et de ce qu'il a à faire. Il fixe le cap. Souvent, malheureusement, on a parlé des SAP, passé chez HP, on l'a recruté à prix d'or, catastrophe au bout d'11 mois. Bon, donc, je dois donner la vision. Je dois y croire. Je dois pouvoir la communiquer. Encore une fois, on en revient à la congruence. Oui, c'est pas un exercice de style. Oui, c'est plus qu'un exercice de style, c'est l'exemplarité elle-même. Si tu fixes pas le cap au bateau, pourquoi veux-tu que les marins y rament avec toi? Bien. Donc je fixe le cap. Très bien, ça c'est mon rôle. Maintenant, j'ai un comité de direction, j'ai des patrons opérationnels. Eux vont déterminer les objectifs opérationnels à atteindre. Et après, ça c'est communiqué, donc il y a comme un Z, c'est comme un aller-retour. Les managers et ceux qui vont faire le travail et ceux qui vont faire le travail, c'est eux qui vont expliquer et qui sont les mieux placés pour dire comment le travail va pouvoir être fait pour atteindre des objectifs. Après, on revient à dire au comité de direction, est-ce que ça vous convient? Ils valident. Après, ils les interrogent sur les moyens budgétaires pour le faire, les ressources qu'il faut. Ils les évaluent, ils redemandent la validation. Après, on déploie la conduite du changement et on met en place une boucle de qualité, ce qu'on appelle un feedback, pour voir si tout ça est mis en place et comment on mesure le changement. Ce sont des démarches de qualité qui datent de 30 ans. C'est Deming qui a déployé ça dans la qualité industrielle, qui a été reprise par les Japonais, etc. Et dont on fait chez nous en France, par exemple pour le lean management, qui est une conduite du changement comme une autre, on n'a qu'une approche par les coûts. Pourquoi? Parce qu'il y a des hygiénistes des coûts qui proposent aux entreprises, si je te fais gagner 100, tu me donnes 30. Tu n'as pas besoin de me payer. Donc entre cela, plus les éditeurs de logiciels qui leur disent vous allez gagner en productivité, c'est pas que ce logiciel il va vous permettre de prendre des parts de marché, c'est pas ça. Il va vous permettre de réduire les coûts. Et cette approche du changement que par les coûts, et non pas par l'innovation, l'investissement, l'implication, le désir d'appartenir à un projet, l'investissement dans le capital humain qui va participer à la définition du changement, qui fait qu'on a des entreprises anorexiques. Et qu'est-ce qu'elles font pour se justifier? Elles créent des indicateurs, ce que j'appelle des indiecateurs. Elles créent des indicateurs auxquels elles croient comme on pourrait croire à des dieux de carton ou de béton. Et donc, on suit non pas une vision, mais des indicateurs. Et quand on ne rentre pas dans les indicateurs, on restructure. On change d'équipe, on change de gens, on licencie. Parce qu'on s'est fixé des indicateurs a priori. Voilà. Et donc, c'est cette arrogance qui amène à de l'aveuglement, de l'anorexie et du mauvais changement. Et donc, mais le changement est naturel, le désordre est naturel, on doit vivre avec, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Mais c'est l'état d'esprit de la conduite du changement qui est important. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour éveiller la conscience d'une direction générale si ce n'est pas dans sa culture?
Par où est-ce que vous commencez? Tout simplement par évaluer. Quand on va dans les comités de direction, on va tout simplement parler, c'est bien beau, vous poursuivez des résultats, vous poursuivez d'abord quel cadre, quel est le sens de votre action, quel est votre projet d'entreprise, et très souvent ils n'en ont pas, ils ont juste le chemin. Et ils n'ont pas l'objectif. Alors si on reprend la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'en Orient, ils ont un cap, ils ont le chemin. Si le chemin n'est pas bon, on en change, mais ça pose pas de problème. Et Dieu sait s'ils sont disciplinés, par exemple les Chinois. À l'inverse, chez nous, quand on a pris un chemin, même s'il nous amène droit dans le mur, on le poursuit. Et ça, on le voit. Donc effectivement, conduire le changement, c'est donner une lettre d'intention. On a un projet, on va là-bas. Et ensuite, on a un encadrement intermédiaire capable de porter le changement. Non pas avec sa tête, mais avec son cœur. C'est-à-dire de donner du cœur à l'ouvrage, d'aller expliquer au corps, donc aux salariés, quelle est l'intentionnalité. Et ça, c'est important. Moi, je dis très souvent, les cadres me disent, je ne suis pas d'accord avec le changement. Je leur dis, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Par contre, vous avez le devoir de porter le changement avec votre cœur et votre corps et que ça se sente. C'est pas la décision de la direction. C'est on doit changer. Alors, et si on n'a pas un encadrement relais d'une direction d'entreprise sur la conduite du changement, alors on est sûr qu'on court à la catastrophe et qu'on court à des coûts exorbitants qui vont couler l'entreprise assez souvent plus qu'elle va lui faire gagner quelque chose. Alors, chers amis, c'est un parfait mot de la fin et transition pour un épisode suivant. Nous allons parler d'intelligence émotionnelle et je pense que tout ça est lié dans justement cette notion de cœur. Merci de nous avoir suivis jusque-là, chers amis internautes. Vous savez que vous n'êtes pas que des internautes pour nous, vous êtes des auteurs en puissance. C'est à vous de nous suggérer la suite. Vous nous proposez des sujets, promis, on les prend toujours en compte. En tout cas, on revient vers vous et on vous inclut. Nous aussi, on est dans la conduite éditoriale du changement collaboratif. Vous verrez, c'est quelque chose de merveilleux. À bientôt.